Bonjour à tous les supporters, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien rentrés, que vous avez bien récupéré d'Angers pour ceux qui y étaient. C'est Fabien, on se retrouve donc aujourd'hui pour un nouveau podcast consacré en grande partie à ce Grand Prix d'Angers et également au futur Grand Prix que nous présenterons plus tard. Ce Grand Prix qui a permis bien sûr au club d'organiser de nouveaux événements que vous découvrirez. Si vous souhaitez rejoindre le club ou le soutenir, n'hésitez pas via nos réseaux sociaux Instagram et Facebook à remplir les formulaires ou à nous contacter par mail si vous avez besoin de précisions. Nous allons construire ce podcast autour de 3 grandes parties: les événements réalisés par le club, les résultats du Grand Prix d'Angers et une présentation succincte du futur Grand Prix qui aura lieu en Chine ce week-end. Ce Grand Prix d'Angers a permis au club d'organiser 2 gros événements essentiellement, ce qui n'a pas été facile en raison de contraintes d'organisation, car cette année, le Grand Prix se déroulait sur 3 jours, avec des compétitions qui se terminaient le dimanche assez tard avant d'enchaîner sur le gala, ce qui laissait peu de temps pour organiser quoi que ce soit, notamment avec les patineurs. Et les compétitions se terminaient assez tard le vendredi soir et le samedi soir, ce qui nous a poussé à revoir notre organisation. Malgré tout, nous avons pu organiser le samedi matin, juste avant le début de la compétition danse, un très joli brunch au restaurant Foodista, pour ceux qui veulent tester, qui nous a permis de réserver une très jolie table et d'avoir un bon moment de convivialité autour d'un brunch sucré-salé et également qui a pu faciliter l'accès aux personnes qui le nécessitaient. Ce brunch, qui s'inscrit dans ce que nous avons fait précédemment, permet de renforcer la convivialité entre adhérents et d'en accueillir également de nouveaux, comme ce fut le cas ici à Angers. Nous avons ensuite, et c'est le grand temps fort de ce Grand Prix pour le club des supporters, pu participer à la rencontre organisée le dimanche soir, juste avant le gala à 17h, entre les patineurs, les supporters et la fédération. Un grand merci à la fédération de nous avoir permis de faire cette rencontre. Un grand merci également à Maxime Nomoff, le patineur américain, dont on connaît l'histoire, qui a pu venir pour cette rencontre et qui a reçu des petits cadeaux de la part du club et des adhérents, qui étaient très touchés de cette attention et qui en échange a fait des photos avec tous les adhérents pendant 10 minutes, qui a été très disponible. Donc un grand merci à lui. Il nous a beaucoup touchés sur cette compétition. On espère le revoir très très vite, car vraiment c'est un patineur qui gagne à être connu et nous espérons qu'il sera très vite dans les hautes sphères du patinage. Un grand merci évidemment à tous les patineurs français qui ont longuement échangé sur divers sujets d'ailleurs, pas forcément que sur le patinage, avec tous les adhérents. Un grand merci pour leur disponibilité sur cette rencontre qui a duré 1 heure et qui a permis un bon moment de partage. Ce genre de moment que nous essayons de favoriser avec le club très régulièrement et que nous favoriserons pas plus tard qu'au mois de décembre lors des championnats de France de Briançon pour ceux qui seront présents. On va maintenant se concentrer sur les résultats proprement dit, sur la compétition qui se déroulait donc sur 3 jours, qui proposait un plateau très très dense dans toutes les catégories. C'était un avant-goût de ce qui vous attend à Milan pour les Jeux, mais également au championnat d'Europe et au championnat du monde. On a pu voir énormément de prétendants, peut-être même des favoris pour le titre. Et c'est une compétition qui vraiment a été marquée par un très très haut niveau d'ensemble dans toutes les catégories. On commence par la catégorie dames, avec un triplé japonais absolument incroyable et mérité, et une révélation, la jeune Ami Nakai, qui a surpris toutes les favorites, elle qui n'était que remplaçante pour ce Grand Prix à l'origine, et qui l'emporte de manière très convaincante, assez nettement d'ailleurs, avec un triple axel dans chaque programme, belle solidité technique, une maturité artistique qui pour son jeune âge est assez étonnante. Elle sera vraiment à suivre pour les futures compétitions si elle maintient sa régularité, et pourquoi pas un futur podium olympique à Milan. Elle devance la triple championne du monde, excusez du peu, Kaori Sakamoto, qui nous a enchanté par 2 programmes magnifiques qui lui correspondent parfaitement cette saison. Toujours une grande solidité chez Kaori, une grande vitesse, une grande puissance. Elle perd cette compétition car elle ne fait pas de triple axel sur les 2 programmes. Ce sera peut-être à travailler pour Milan, mais en tout cas, c'est l'assurance tout risque. Elle a toujours cette belle maturité et elle dénote par rapport à ses adversaires, car on a l'impression qu'il ne peut jamais rien lui arriver quand elle est en confiance. 3e place, et c'est une habitude pour elle à Angers, pour Ryom Sumiyoshi, qui a gardé le même programme libre que l'année dernière, sur des musiques un peu mystiques, qui nous a
captivé et emmené dans son univers, avec notamment une belle tentative de quadruple boucle piqué, qui malheureusement n'a pas été complète, mais en tout cas ça a le mérite d'être souligné, parce que c'est vraiment très rare qu'une fille tente des quadruples, hormis les Russes, qui reviendront à Milan, notamment pour Petrosian. On peut souligner la belle performance de Lauryn Shield, 5e, qui réalise son meilleur résultat en Grand Prix, son meilleur résultat tout court sur un programme libre, avec un programme sans faute, que ce soit sur le court ou sur le long, 7 triples sauts, et un triple évidemment. Une position qui tend à s'assouplir, même si ça reste encore un peu raide à certains moments, mais en tout cas, Lauryn fait des efforts, elle se bat, et si elle continue à progresser, elle pourrait pourquoi pas être une candidate au podium européen dès cette saison ou la saison prochaine. En revanche, c'est plus décevant pour Léa Serna, qui termine 10e. Elle n'a pas pu confirmer sa belle forme de la Coupe de Nice, où elle avait fait un sans faute. Un programme court où elle chute sur le triple flip, malgré une combinaison triple-triple. Un programme libre où dès le début, elle commet une erreur. Encore un faux départ sur le flip. Et mentalement, l'impression de lâcher un petit peu le programme. On espère la retrouver très vite à un très haut niveau. Pourquoi pas dès son second Grand Prix, et également à Briançon pour les championnats de France, où le ticket olympique pourrait être en jeu. En revanche, une performance honnête pour Clémence Mayandou, 11e certes, mais avec un niveau qui correspond à ses capacités du moment. On espère qu'elle débloquera assez vite le triple lutz pour pouvoir rivaliser avec les autres concurrentes. Mais en tout cas, on peut toujours souligner une belle glisse et une belle souplesse. Dans la catégorie couple, on a eu un très joli duel sur le programme court entre les doubles champions du monde 2023 et 2025, Miura Kira, les Japonais, et les champions du monde 2024, Stellato Dudek, 42 ans, il faut le rappeler, et Maxime Deschamps pour le Canada. Un duel remporté par les Japonais, malgré un très beau programme des Canadiens sur Carmina Burana, avec un saut périlleux arrière assisté pour la jeune fille. Malheureusement, ce duel ne s'est pas poursuivi sur le programme libre, parce que si les Japonais ont été irréprochables, toujours avec une grande vitesse d'exécution, une grande technicité, les Canadiens ont commis de grosses erreurs, avec notamment un triple twist qui n'a pas été déclenché, des erreurs sur les réceptions de saut et également sur les portées. Ils terminent deuxième de ce programme libre, et c'est très généreux, car ils auraient dû être battus, au moins sur le programme libre, par les Hongrois Pavlova Tviatchenko, qui ont commis une seule erreur sur le saut individuel. Même si la deuxième place des Canadiens au total est justifiée, pour correspondre à la réalité, les Canadiens auraient dû être troisième du programme libre et non pas second. Les Hongrois, eux, très solides comme toujours, signent un nouveau podium en Grand Prix et se placent bien sûr pour un podium européen. Du côté français, on a pu avoir une petite déception pour Camille et Pavel Kovalev, qui pouvaient viser une 4e place, qui sont seulement 6e, en grande partie à cause des difficultés de Camille sur les sauts individuels parallèles. Elle chute le triple boucle piqué sur le programme court, elle chute le triple salco parallèle, ça fait plaisir qu'il l'ait tenté néanmoins sur le libre, double boucle piqué également, et chute sur le flip lancé, ça fait trop pour prétendre au haut niveau pour le moment. On espère les revoir à un très haut niveau, et notamment au championnat de France à Briançon. En revanche, il y a plutôt des choses positif pour Aurélie Follat et Théo Bell, qui termine 7e, avec notamment un très joli libre sur des thèmes orientaux, une belle glisse, des belles attitudes et de beaux portés. C'est également le cas pour le nouveau couple Wessenberg-Streckalin, qui malgré les difficultés sur les sauts, montre des choses très prometteuses, que ce soit sur la chorégraphie, sur la glisse, mais également et surtout sur les portées, où Denise fait valoir ses qualités. La catégorie garçon, c'était peut-être la catégorie reine en termes de plateau. Avec la danse, on va y revenir. Elle présentait Ilia Malinin, bien sûr, le grand favori pour les Jeux, mais également Adancia Wimfa, Nika Egadze, Lucas Bridggi, le champion d'Europe en titre, ou encore Kao Miura, le japonais. Sans grand problème, Ilia Malinin s'impose de manière magistrale avec 200 fautes sur le programme court et le programme libre. Il a annoncé être blessé. Franchement, ça ne s'est pas vu. Même si on a l'impression qu'il garde encore de la marge, notamment sur le programme libre. Il réussit certes 5 quadruples, mais il ne tente pas son quadruple axel, ni le quadruple boucle. Mais tout est maîtrisé. 5 quadruples lui suffisent très largement pour remporter cette compétition avec plus de 40 points d'avance sur son dauphin. C'est incroyable la facilité de Malinin sur les sauts, même si les composantes restent en dessous, très en dessous de son niveau technique, même si ça tend bien sûr à progresser, il peut se permettre d'être en dessous en composante, tant sa marge en technique
est colossal. Et de plus, les juges ne sanctionnent pas forcément cette perte de niveau en composante. En tout cas, il s'affirme de plus en plus comme l'ultra favori pour Milan, s'il n'y a pas de blessure grave, bien sûr. En deuxième position, c'est avec un grand plaisir et un grand soulagement qu'on retrouve Adam Siaoinfa, qui a signé son programme libre référence. Pour la première fois depuis 2 ans et les mondiaux de Montréal, on a retrouvé Adam quasi parfait sur le programme libre. Après un programme court où il chute sur le quadruple lutz, il ne fait que quadruple boucle piqué, double boucle piqué, seulement 5e. Adam réussit à rebondir, à signer l'une des remontées dont il est coutumier du fait, avec un quadruple lutz parfait, 2 quadruples boucles piquées dont l'un en combinaison, un quadruple salco en combinaison, triple salco Euler, légèrement retourné et sanctionné. Mais sinon, l'impression est magnifique, avec une gestuelle très contemporaine là aussi, que ce soit sur le court, sur Léonard de Vinci ou le libre sur Michel-Ange. Il a développé son propre style et l'affirme de plus en plus. Il a également fait le choix de la sécurité en retirant le quadruple flip qui lui posait quelques soucis en début de saison, ce qui lui permet un quasi sans faute et de se replacer non seulement pour le titre européen, mais également pour la médaille olympique. En 3e place, on retrouve Nika Egadze, le géorgien, qui progresse d'année en année. Certes, le programme court était bien meilleur que le libre, où il n'est que 4e, mais sa solidité, notamment sur les quadruples, peut lui permettre de rêver à un podium européen dans 2 mois. Podium européen pour lequel il faudra compter avec Lukas Bridggi, le Suisse, champion d'Europe en titre, qui après un programme court un peu moyen, 7e, réussit un très bon libre, 3e. Cette 4e place lui permet de réussir un bon début de saison, ce qui n'est pas toujours le cas chez lui, et bien sûr de se placer pour la défense de son titre. En 5e place, c'est avec un grand bonheur qu'on retrouve François Pitot, auteur de 2 programmes sans faute. Il signe sa compétition de référence, son meilleur résultat en Grand Prix, bien sûr. 8e du cours, il signe un très bon libre. Et malheureusement pour les autres, bénéficie des grosses erreurs des Japonais Tatsuya Tsuboi, mais surtout Kao Miura, qui était 3e du programme court, mais qui après un libre cauchemardesque, où il termine seulement 12e, ne peut prendre que la 10e place au final, avec notamment des faux départs sur 2 quadruples et des chutes. À souligner également la 11e place pour Luca Economides, après un programme court plutôt bien réussi. Il commet quelques erreurs dans le libre, et notamment sur le triple axel. Enfin, la compétition qui cristallisait le plus d'attentes était la compétition danse, avec le retour de Guillaume Cizeron associé à Laurence Fournier-Baudry. Ils avaient fait un très bon master, ça n'avait pas pu participer au Nebelhorn à cause d'un changement de danse rythmique. Le changement de danse rythmique est désormais sur Madonna, et malheureusement ils ont commis une petite erreur avec une quasi-chute de Guillaume lors de la suite de pas, qui ne les place que 3e de cette compétition en danse, dans le programme court, à 6 points des Anglais Ferguson, avec les Lituaniens Reed Ambrulevicius intercalés en 2e place, et surtout les Italiens Guignard Fabri seulement 5e, en raison d'une pattern step de niveau 1, mais surtout de très basses notes de composantes que personne n'a compris. Dans le libre, Laurence et Guillaume réalisent un libre magnifique sur la musique de The Whale. Ils ont envoûté le public et les juges, qui leur donnent un score quasiment digne de médaillés mondiaux, voire olympiques, avec 133 points. Ils se placent tout en haut de la hiérarchie, ils remportent le programme libre et remportent de peu la compétition, remontant leur retard sur Ferguson, qui ont fait un très joli libre sur des danses écossaises, mais ça n'a pas suffi à devancer les Français. En 3e place, on retrouve les Lituaniens Reed Ambrulevicius, qui ont bien tenu sur un programme libre très rock, qui leur permet très rock et disco, qui leur permet de signer un nouveau podium en Grand Prix devant Guignard Fabri, les grands malheureux de cette compétition, puisqu'ils ne terminent que 4e, là encore avec un libre pourtant bien patiné, mais des notes de composantes toujours assez basses. On peut souligner la 9e place de Natacha Lagouge et Arnaud Caffa, avec toujours de belles propositions, une belle originalité. Et enfin, pour leur premier Grand Prix, Célina Fraggi et Jean Fourneau, qui terminent 10e, en raison notamment d'une danse rythmique émaillée d'erreurs. La première épreuve du Grand Prix est terminée. La seconde, c'est ce week-end, en Chine, donc de vendredi à dimanche. Elle sera diffusée sur Eurosport dès vendredi matin. Nous donnerons les heures un peu plus tard. Elle permettra donc l'entrée en lice de nouveaux grands favoris, et notamment en danse Chuck Bates, les Américains, champions du monde,
qui auront à cœur de marquer également leur territoire. On pourra donc comparer les scores. Ils seront opposés notamment aux Espagnols Smart Dick et également aux Français de Mougeot Le Mercier, nos parrains, et Lopareva Brissot. On suivra également l'entrée en liste de la championne du monde en titre Alyssa Liu chez les dames, opposée notamment à Amber Glenn et son triple axel, et aux Asiatiques. Chez les garçons, on aura un très joli plateau avec Shai Doraf, le vice-champion du monde, opposé notamment à Yoon Wan Cha, à Daniel Grassel. Là aussi un plateau très intéressant. Et chez les couples, on pourra suivre les Géorgiens Metelkina Berulava, opposés notamment à Contimachi, les Italiens, ou à Beccari Guaridze, les champions d'Europe 2024. Nous vous remercions pour de nous avoir écoutés, en espérant vous retrouver très bientôt pour un nouveau podcast sur le prochain Grand Prix. Encore une fois, n'hésitez pas à nous suivre et à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux ou à nous contacter par mail. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée à tous.